Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la conférence de presse d'Envol. Je vais rapidement faire les présentations avant de démarrer voilà, les différentes représentations, les différents éléments qu'on va vous présenter lors de la conférence de presse. Donc Jean-Michel Schaeffer, président d'Envol. Je vais vous présenter toute l'équipe qui est autour de moi. Donc tout d'abord, donc Gilles Hudepin, qui est vice-président de la FIA, vice-président d'Envol. Est à mes côtés à droite donc Paul Lopez, qui est le président de la Fédération des industries avicoles. Il y a également Dominique Grasset, à côté de Gilles, qui est le président du comité interprofessionnel du poulet de chair. Bernard Tosia, président du syndicat national des labels avicoles de France, le SINALAF. Et Yann Nedelec, directeur d'Envol. Alors, au niveau du programme de ce qu'on va vous présenter, donc tout d'abord les chiffres de la filière. Donc on va vous présenter la consommation, l'évolution de la production, la situation également des importations qui est quand même importante dans notre filière, donc c'est important qu'on en parle. Le contexte également dans lequel est la filière aujourd'hui, notamment sur le sujet de la très très forte augmentation des coûts de production à laquelle on est tous confrontés. Faire également un point sanitaire sur la situation de l'influenza aviaire. Et pour finir sur le point de contexte, également faire un point sur le sujet de la vaccination, qui est dans le prolongement de la situation sanitaire de l'influenza aviaire. Et également vous parler de ce qui nous mobilise, nous, à l'heure actuelle, au niveau de l'interprofession. Donc nos 12 propositions qu'on va vous présenter. Et également de la filière qui est mobilisée pour éclairer le choix des consommateurs. Donc on va démarrer avec les chiffres. Et c'est donc Yann, le directeur d'Envol, qui va nous les présenter. Merci Jean-Michel, bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter les chiffres de consommation et de production avec un message phare à retenir, c'est qu'en 2021, il y a davantage de volailles dans les assiettes des Français. Donc avant de parler de 2021, un petit coup de rétroviseur sur 2020. Avec, pour rappel, il y a eu la crise du Covid-19 et donc on a rencontré un certain nombre de difficultés qui sont liées donc à la restauration, à la fermeture de la restauration, mais en 2020, on le rappelle, on a une quasi-stabilité, on a observé une quasi-stabilité de la consommation globale de volaille, puisqu'on était à 1,88 million de tonnes de viande de volaille consommée en France en 2020, et en 2019, on était à environ 1,90 million de tonnes. On a gardé la deuxième place de consommateurs de volaille dans l'UE en 2020, juste derrière l'Allemagne, et pour 2021, les chiffres montrent, nous laissent penser qu'on va garder cette place. En 2021, je le disais, on a une augmentation, une hausse de la consommation de volaille en France, avec une consommation globale, hors domicile et à domicile, qui est de plus 1,9% en volume par rapport à 2020. Donc c'est principalement dû à la reprise notamment des activités de restauration. Ce qui porte en volume la consommation de volaille en 2021 à 1,92 million de tonnes, tous circuits confondus. Et ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que c'est le poulet qui est le moteur de cette hausse-là, puisqu'en 2021, on a une augmentation de la consommation de poulet de plus 5,4%. En revanche, et on en parlera un tout petit peu tout à l'heure, on a un recul des autres volailles aux alentours de moins 7,7% pour la dinde, les canards à rôtir et les pintades. Donc je le disais, le poulet, c'est le moteur de la consommation, avec plus des 3/4 des volailles consommées en France qui sont des poulets, 7 volailles consommées sur 10. Quand vous regardez le graphe, un peu plus précisément, donc on a 75,8% des volailles consommées en France qui sont du poulet, la dinde 14,3%, les canards à rôtir 8,2%, la pintade 1,1% et pigeons, cailles, etc. 0,6%. Un petit zoom sur la consommation à domicile sur 2021 avec des achats de volailles en hausse par rapport à l'avant-crise. Et ça, c'est important. En 2021, on a un retour à la normale des achats des ménages en matière de volailles. Je le rappelle, en 2020, avec la crise du Covid, ça a été une année assez atypique avec une explosion des ventes de volailles dans les circuits de distribution, puisque les repas à domicile ont fortement augmenté en raison des confinements. En 2021, logique, on a un recul des ventes de volailles en magasin, moins 6,4% en volume, avec la réduction du télétravail et les fins de confinement par rapport à 2020. Mais en revanche, et c'est intéressant, par rapport à 2019,
avant la crise, on a une augmentation en 2021 de plus 2,6% des ventes de volailles par rapport à 2019, plus 10,7% pour le poulet. On retrouve là le moteur porté par le poulet, et plus 7,8% pour les élaborés de volaille. Donc ce dernier point, ça montre qu'on a une reprise des habitudes des consommateurs d'avant la crise, qui passent moins de temps en cuisine et donc qui s'orientent davantage vers des repas préparés rapidement. Un petit focus sur les situations contrastées que traversent les espèces. Je l'ai dit, j'ai insisté, c'est le poulet qui est le moteur de la consommation. En revanche, on a la diversité de notre modèle, la diversité des espèces élevées en France qui est fragilisée aujourd'hui. Avec, alors déjà au global, en matière de production, pas de consommation, en matière de production, une baisse de 1,8% des volailles produites en France en 2021 par rapport à 2020, et des évolutions contrastées selon les espèces, avec, je le disais, le poulet qui est la seule volaille à progresser en production, plus 0,9%, et une baisse de la production du canard à rôtir de 8%, de la dinde de 7,3% et de la pintade de 7,3%. Pour le canard à rôtir et la pintade, les signaux de fin d'année, deuxième semestre 2021 et là le début d'année, nous laissent penser qu'on va vers... ces deux espèces vont retrouver des couleurs, en tout cas en matière de production. On a un peu plus de difficultés sur la dinde, mais on travaille sur le sujet. Voilà. Et je laisse la parole à Paul et Gilles. Oui. C'est un point d'ordre technique que Arnaud m'avait rappelé, mais que je n'ai pas fait en début de présentation. Si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas à réagir de manière numérique, et on se tâchera bien sûr de répondre à l'ensemble de vos questions une fois que les présentations seront finies. Merci. Merci Jean-Michel, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler donc de la recrudescence, et ça a été évoqué par Yann dans les chiffres, donc une recrudescence d'arrivée des importations. Et donc des importations, aujourd'hui ce qu'il faut retenir, c'est que 38% des volailles sont importées en France. On viendra plus en détail sur le poulet tout à l'heure. On était à 34 en 2020. C'est le secteur de la restauration sous toutes ses formes qui est le vecteur d'importation le plus important. Les restaurants ayant été fermés en 2020, majoritairement, ça a donc eu cet impact sur les chiffres pour malheureusement revenir à la situation antérieure de 2019. Et on peut noter l'augmentation très très forte en provenance de Pologne, qui est le leader européen de la volaille. Nous avons pu voir, et nous remettrons à jour dans les temps prochains les sondages qui sont effectués par la PVF, donc, qui gère le logo volaille française. Et les Français plébiscitent l'origine française des volailles. Et pourtant, 45% des poulets, donc on ne parle que des poulets, consommés en France, sont importés. Donc, à 89%, quand les consommateurs disent « nous préférons l'origine française », on viendra après sur l'étiquetage. Malheureusement, l'aspect prix, et on y viendra après avec une comparaison également, a toujours plus que son impact dans les choix des consommateurs, au-delà de leurs attentes. Pour voir comment se passe cette production, Gilles va prendre le relais sur les modèles de production qui peuvent exister en France, en Europe et à travers le monde. Alors, bonjour à tous. Comme d'habitude, j'ai l'habitude de commenter pourquoi les importations sont inférieures en prix. Alors, il y a plusieurs raisons, bien sûr, l'aspect social, environnemental dans ces pays-là, mais l'une des choses les plus importantes, c'est le ferme-usine comparé à nos modèles. Je rappelle qu'en France, et là je parle en volaille du quotidien, et non pas en label, puisqu'en label nous avons encore, ou en biologique, des fermes beaucoup plus petites que ces 40 000 volailles, mais c'est 3 fois plus que la moyenne des élevages dans l'Union européenne. Et pour commenter ça, il suffit de voir les photos. Ici, vous avez le modèle français avec des fermes, des exploitations familiales. Je le rappelle souvent, en France, quand on considère un élevage de 40 000 poulets, on dit c'est une ferme-usine. Non, ça fait vivre un couple avec 2 bâtiments. Et vous voyez aujourd'hui ces bâtiments avec des fenêtres, on est tous en train de faire de gros efforts sur le bien-être animal, l'intégration paysagère avec des pignons en bois et une intégration aussi dans l'ensemble de l'exploitation.
On le voit encore là et on voit l'intérieur d'un bâtiment aujourd'hui avec des fenêtres. Je rappelle qu'il y a un effort incroyable actuellement qui est fait par l'ensemble des éleveurs pour se mettre. Qu'est-ce qu'on a en face? Bien, en face, on a des fermes-usines. Et là, je vous l'ai déjà montré et je pense que sur la petite photo à gauche en bas, vous avez des petits ronds rouges. Eh bien, chaque petit rond rouge correspond à la photo du haut, c'est-à-dire à un ensemble de bâtiments comme ça. Comment voulez-vous qu'on y arrive? En bas à droite, vous avez l'intérieur d'un bâtiment ukrainien, mais on a un peu la même chose sur d'autres mollets dans l'Europe, moins important. Vous vous rendez compte que nous, on a un élevage de 40 000 poulets produits par une famille, alors qu'en face, on a un élevage de 1 800 000 poulets. Ailleurs dans le monde, comment ça se passe? Bien, sur la photo en haut à gauche, vous avez la Pologne, avec des alignés de bâtiments. En bas à droite, vous avez le Brésil, qui n'a pas du tout les mêmes coûts et la même manière de produire, avec des températures, des climats et ainsi de suite. Ou en Malaisie, avec des cages, comme vous pouvez le voir. Je rappelle qu'en France, et je tiens à le dire, il n'y a aucune volaille élevée en cage. Merci, on a un petit problème de micro. Voilà. Ensuite, on en est où? Eh bien, le différentiel de prix, on y arrive. À gauche, vous avez du filet de poulet provenance Ukraine, 3,10 €. Alors, il y a quelque temps, il était inférieur aussi. Ils l'ont monté parce que les prix des matières premières ont monté. Mais nous, dans le même temps, on arrive à 5,80 €. Donc, si on ne sait pas expliquer que derrière un filet de poulet, il n'y a pas les mêmes conditions d'élevage, il n'y a pas les mêmes conditions de travail, il n'y a pas la même alimentation, il n'y a pas la même sécurité alimentaire, eh bien, le consommateur ne comprend pas. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet qui nous préoccupe tous et qui nous a préoccupés surtout l'année 2020 et même sur ce 21 et sur le début de ce 2022, c'est les matières premières. Je m'excuse d'être un peu technique, il faut que vous sachiez quand même, retenez que pour élever un poulet, une dinde et tout, c'est à peu près 60 à 65% du prix de revient de cette volaille vivante provient de l'alimentation. Ensuite, vous savez que l'Institut technique avicole, l'ITAVI, publie tous les mois un indice du coût de l'alimentation nécessaire à ces poulets. Prenez seulement les valeurs relatives. 2019, on avait un indice aux alentours de 89. Janvier 2022, on est à 127. Ça veut dire qu'en moins de 2 ans, on a eu 43,5% d'augmentation du prix de l'alimentation. En un an, 17%. Personnellement, je commence à avoir un peu d'âge, d'être depuis longtemps ce métier. Je n'ai jamais connu ça. Jamais de ma vie, je n'ai connu de telles augmentations. Ce que je rappelle quand même qu'un simple chiffre, sur l'ensemble de la filière avicole française, cette augmentation du coût des matières premières, c'est entre 700 et 800 millions d'euros par an. Alors, ça donne quoi? Ben, ça donne qu'on est passé d'un indice de 90 à un indice de 127,60. Et quand on voit aujourd'hui les perspectives, on attend. En plus, cette nuit, avec les événements qui se sont passés de M. Poutine sur l'Ukraine, ou tout du moins sur une partie des États indépendants ukrainiens qu'il revendique, ça risque d'amener ce matin de nouveau des tensions sur le marché du blé, du maïs. Je rappelle que l'un des objectifs de la Russie est bien de nourrir le monde avec le blé, mais c'est un autre débat, et le blé est avec l'Ukraine. Alors, pour nous, comment ça se répercute chez les éleveurs? Pour le moment, chez les éleveurs, on est une des seules filières, et vous le savez tous, contractualisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Je rappelle que quand un producteur met en place une production, on lui garantit une marge brute pour élever, choyer ses poussins et ses poulets. Mais forcément, avec ces fluctuations de matières premières, aujourd'hui, cette charge, elle est prise par l'ensemble des abattoirs, à la seule et unique condition que les abattoirs de volailles puissent le répercuter à leurs clients, que sont le distributeur et le consommateur, ou la restauration collective et les gens dans les cantines. Et c'est bien là le problème, c'est qu'on en arrive à des hausses importantes, puisque ce coût de céréales se fait dans la transformation. Et ce que nous craignons souvent le plus dans ce modèle, c'est la remise en cause de la contractualisation qui a pourtant été si vantée par l'ensemble des politiques, notamment pour la loi Egalim 2, mais on y reviendra plus tard. Je vais
maintenant passer la parole à Bernard Tosia, président du syndicat des labels, qui va vous parler un petit mot. Merci Gilles. Bonjour à tous. Bon, cette année, un petit mot des volailles labels pour dire qu'on a souligné les qualités plus en général, où on a une année un peu contrastée puisque nos mises en place ont légèrement baissé en volaille label rouge et légèrement augmenté en volaille bio. Voilà. Il y a un certain équilibre, on va dire comme ça, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes volumes. Mais il y a une vraie satisfaction qui concerne les volailles festives, puisqu'il y avait plus d'1% de mise en place entre 2020 et 2021 et que tout a été vendu. Je crois que c'est ça les mares. Vous savez qu'on produit ces animaux-là que pour la fin de l'année. Et donc c'est important pour nous et ça a été une vraie réussite. Il faut le dire, quand ça se passe bien, dans ces moments qui courent aujourd'hui, c'est important. Et l'élément qu'il faut souligner, c'est la hausse du chapon, voilà, qui a un certain rééquilibrage. Il était plutôt en baisse ou plutôt indépendant des plus petites pièces. Et le chapon a pris plus d'1% de progression. Donc une vraie satisfaction de ce côté-là. L'autre point que je veux... Quelqu'un peut appuyer, voilà. C'est dire un mot de l'influenza aviaire. Bon, vous savez qu'on connaît aujourd'hui la 4e crise. Elle touche toutes les régions en France. Elle a démarré par le nord. Elle est un peu en Vendée aujourd'hui, mais elle a été beaucoup encore dans le sud-ouest. Je crois qu'il faut le dire. Bon, donc, une crise très difficile. Il faut souligner la mobilisation de tous les professionnels et des autorités compétentes de l'État pour endiguer l'épisodie. Parce que c'est une épisodie qui peut évoluer, donc on se doit de l'arrêter. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'elle est à 99% stoppée et assez rapidement, puisqu'on a un petit mois d'avance par rapport à l'année dernière et qu'on est en train de gérer la sortie de crise. Voilà, on parle de remise en place et on parle de comment il faudra travailler pour l'année prochaine. Et je crois que c'est ça, on parle de feuille de route. Bon, il faut souligner que tous les maillons de la filière sont impactés et durement impactés et qu'il y a besoin d'un accompagnement spécifique, que ce soit pour les couvoirs, les éleveurs, les nutritions animales, les abattoirs et les organisations de production. Et je veux souligner que le maillon abattoir est le plus touché aujourd'hui et qu'il faudra avoir une vraie attention de ce côté-là, côté indemnisation. Je vais prendre le relais sur le sujet de la vaccination qui a été annoncé il y a maintenant quelques semaines. Très clairement, Envol à la fois demande au gouvernement une communication commune et prudente et raisonnable sur la vaccination, ne pas brûler les étapes. Et nous avons un changement de cap. Nous soutenons une expérimentation sur la vaccination, mais nous aurions souhaité, et nous demandons encore et toujours, que ce programme expérimental puisse se faire avec un accord préalable de nos pays de destination, qu'il s'agisse de génétique avicole ou de viande de volaille. Et il est bien sûr, et nous commençons à en avoir des effets malheureusement négatifs, il est très risqué d'annoncer à la fois le lancement d'une étude expérimentale en France et avant d'avoir convaincu nos partenaires européens, voire nos clients sur la terre entière, de l'intérêt scientifique de cette démarche. Donc pour nous, il est indispensable de passer par une première étape de conviction et de partage de la décision au niveau européen avant que de commencer des programmes sur le seul territoire français. Aujourd'hui, au niveau des conséquences, malheureusement, suite aux premières déclarations qui ont été effectuées, sont d'abord les décisions de certaines entreprises et qui se comprennent totalement, les entreprises de génétique avicole qui ne comprennent pas que la France, ayant été le berceau de toutes les souches pour la diversification des volailles, prennent ce type d'orientation, alors que c'est ici que se sont construits toutes ces souches dites alternatives et ces espèces qui assurent la diversité. Ces entreprises ne vont plus continuer à investir en France. Ces entreprises, si la démarche va au bout, pourraient même quitter le territoire. Et le membre, le SNA, qui est le syndicat national de l'accouvage, qui fait partie de l'interprofession, a sollicité et obtenu quelques entretiens au niveau ministériel sur le sujet, et nous les soutenons tous en tant que tels. Nous avons les mêmes conséquences sur la viande,
Et c'est un terrain particulièrement fertile pour nos pays concurrents qui se servent de ces déclarations pour montrer et expliquer que la France n'est plus un pays en lequel on peut avoir confiance sur l'aspect sanitaire, ce qui est une hérésie, parce que nous avons fait de gros progrès, de gros travaux, et nous allons continuer. Alors merci à l'ensemble des intervenants pour ces différentes présentations. Donc comme vous l'avez vu, on a une situation en termes de coûts de production, de hausse du coût des matières premières qui est extrêmement tendue à l'heure actuelle. Vous l'avez vu notamment sur les matières premières qui composent les aliments, mais pas que. Il y a également le gaz, l'électricité. Donc ça met une tension effectivement pour la prise en compte de ces coûts de production sur toute la filière. À cela, on rajoute l'enjeu sanitaire, comme l'a présenté Bernard, qui vient également rajouter une problématique à la filière. Donc ça tend à se calmer à l'heure actuelle, mais les dégâts économiques sont quand même importants, notamment dans le sud-ouest. Et on vous a présenté également tous les éléments liés à la consommation, à la production et aux importations. Et ce qu'il faut noter, c'est la diversité des espèces qui sont élevées en France, qui est un patrimoine unique que personne d'autre a que nous, qu'on a réussi à développer. Une vraie diversité également des modèles d'élevage et avec des exploitations, et ça je tiens à le rappeler, qui sont des exploitations qui sont tenues par des hommes et des femmes, par des familles, par des couples. Et quand on voit les chiffres des importations, l'objectif d'Envol, l'objectif de notre interprofession, c'est de lutter contre les importations. Notre objectif, c'est de reconquérir le marché français et de renforcer notre souveraineté alimentaire. Pour ce faire, on a 12 propositions à vous présenter. Donc la première, alors vous la connaissez, et c'est quand même une petite victoire pour nous. Donc le premier objectif, c'est généraliser la transparence sur l'origine des volailles, notamment en termes d'étiquetage. Donc on a eu une première avancée avec l'étiquetage en RHD pour la volaille, mais pas que. Mais pour nous, pour la volaille, c'est une bonne nouvelle. Mais sur les produits crus, on travaille, et la demande qu'on a fait au ministre et au niveau aussi de la Commission européenne, c'est d'étendre cet étiquetage également sur les produits cuits, sur les produits transformés, pour que l'ensemble des périmètres de la volaille soient concernés. Ça, c'est vraiment notre premier objectif. Ensuite, le deuxième, c'est essayer d'avancer sur l'application d'une exception alimentaire dans la commande publique et également d'accompagner les acheteurs publics en termes de moyens financiers pour qu'ils puissent mettre en œuvre Egalim et également la loi climat qui l'a complétée au mois de juillet de l'année dernière. Ça, c'est vraiment une demande forte qu'on a eue des fédérations de la restauration collective qui composent l'interprofession. Ils veulent être acteurs, mais il y a également des demandes en matière juridique et d'accompagnement pour remettre de la volaille française sur ce marché qui est très occupé par les volailles d'importation. Le troisième point, ça suffit. Le poulet ne peut plus être une monnaie d'échange. Je le rappelle, plus d'1 million de tonnes de viande de volaille est à l'heure actuelle importée par l'Union européenne. C'est un tiers de notre consommation d'escalopes de poulet dans nos 27 pays européens. C'est une situation qui est aujourd'hui inacceptable. Et elle fait suite à différents accords de libre-échange qui ont été signés ces 20-25 dernières années. Et nous, on dit stop. La volaille a assez donné. Le marché de la volaille est assez ouvert. Il faut maintenant qu'on arrête les accords de libre-échange et surtout qu'on applique dans les accords de libre-échange des clauses miroirs, c'est-à-dire qu'on demande à ce qu'on ait des mesures identiques sur les conditions de production qui soient mises dans les accords que l'Europe signe avec d'autres zones économiques du monde, pour qu'on soit sur les mêmes conditions, pour qu'on améliore les conditions de compétitivité entre eux et nous quand on signe des accords. Ensuite, le quatrième point. On a beaucoup d'initiatives prises sur le bien-être animal au niveau européen à l'heure actuelle. Gilles vous l'a présenté, beaucoup de choses sont faites sur le terrain par les éleveurs. Il y a beaucoup de bonne volonté, il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'initiatives. Nous, ce qu'on demande, c'est que toutes les initiatives, sur ces sujets-là, soient basées sur du scientifique, sur des choses qui soient rationnelles et objectives, afin qu'on puisse avancer sur cette thématique. Point 5. Dans le cadre de la lutte contre la déforestation, ça c'est une demande forte également qu'on fait, c'est d'inclure la viande de volaille dans les produits qui sont concernés par le projet de règlement européen visant à stopper la déforestation importée. Et là, on rejoint également de nouveau le débat sur les accords de libre-échange. Parce qu'à l'heure actuelle, la volaille n'y est pas. Et pour nous, c'est inacceptable. Il faut que la volaille soit intégrée dans ce projet de règlement. Point 6. Et là, les 3 points qui viennent concernent vraiment les hommes et les femmes de la filière.
Point 6, c'est renforcer l'attractivité des métiers des filières avicoles dans les établissements scolaires. Et là, une demande qu'on fait notamment au ministre, c'est de mettre plus en avant les filières avicoles dans les cursus de formation, de créer des formations également spécifiques pour accompagner des jeunes, hommes, femmes, qui veulent rentrer dans le métier, pour pouvoir également leur faire connaître la filière, leur donner envie, et également qu'ils aient un bon accompagnement professionnel avant de rentrer sur leurs exploitations agricoles. Après, il y a tous les aspects liés au financement. C'est continuer à accompagner le financement des installations et des rénovations de poulaillers dans tous les modèles d'élevage, parce qu'on a besoin de tous les modèles d'élevage, que ce soit le poulet du quotidien, que ce soit du poulet label, que ce soit du poulet bio. On le voit bien, ce sont tous ces modèles-là dont on a besoin demain et on a besoin de tous les accompagner. Point 8, on a également, nous, la filière avicole, participé aux Varennes de l'eau. Donc c'est tous les travaux qui ont été menés, notamment pour avancer sur l'adaptation des filières au changement climatique. Donc différentes propositions ont été faites. Alors on est une filière plutôt vertueuse, c'est vrai, sur ce domaine-là. Mais on a également fait des propositions en termes d'amélioration des bâtiments pour améliorer encore notre impact sur le climat, de gestion de l'eau, de gestion de l'alimentation, de la génétique. Et le point 9 se place dans cette continuité, c'est par rapport à tous ces besoins d'adaptation, c'est les accompagner financièrement pour permettre à la filière de faire face au changement climatique. Point 10. On demande également aux représentants de l'Union européenne de maintenir la politique de promotion en faveur des produits carnés et de soutenir tous les types de volailles, tous les modèles d'élevage. Et les deux derniers points, c'est des questions sociétales importantes. C'est une demande et une incitation qu'on fait auprès des ONG de porter et de soutenir les bonnes pratiques de la filière volaille française. Parce que ça vous a été présenté, il y a de la bonne volonté, il y a beaucoup de choses qui avancent. On a une richesse incroyable dans notre pays. Par contre, on est confronté quand même à une situation de compétition de plus en plus exacerbée. Et nous, au lieu de nous taper dessus, on a plutôt besoin d'eux à ce qu'ils nous soutiennent pour nous renforcer et pour qu'on puisse continuer aussi à améliorer tous ces sujets-là, notamment financièrement pour pouvoir accompagner aussi les éleveurs. Le dernier point, là, c'est valoriser auprès de nos concitoyens et aussi des riverains. Et là, je viens sur la question de l'acceptabilité des projets de construction de poulaillers dans nos campagnes. La contribution des élevages de volailles à la française, parce que c'est familial pour demain. Et là, on a notamment réalisé un guide qui est en cours de finalisation, qui est là pour accompagner les acteurs sur le terrain, pour améliorer le dialogue, le permettre, et faire en sorte que demain, il y a des poulaillers qui soient construits dans nos territoires, parce que si on veut manger de la volaille française, il faut permettre que ces poulaillers soient construits dans nos campagnes. Voilà sur les 12 propositions qu'on fait, alors qui se placent également dans ce contexte de salon de l'agriculture, hein, j'y reviendrai dessus tout à l'heure. C'est un moment fort pour nous, où on rencontre nos décideurs politiques, qu'ils soient nationaux ou européens, et donc c'est ces messages-là qu'on va leur passer. Et là, je vais donner la parole à Dominique, qui va nous présenter également des sujets qui sont en lien avec nos propositions. Merci Jean-Michel de me donner la parole. On aurait pu en faire une 13e proposition du sujet que je vais aborder, sujet qui nous est cher, qui est la mention de l'origine des viandes en restauration hors foyer. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est si important à nos yeux? La restauration hors foyer, ça porte bien son nom, hein. C'est à chaque fois qu'on ne mange pas dans nos maisons, chez nous, qu'on mange soit à la cantine scolaire pour nos enfants, soit dans un restaurant routier sur le bord de la route, ou dans une brasserie gastronomique le week-end avec nos amis. C'est un secteur d'activité divers et varié, mais qui est très important dans notre économie, puisqu'on mange de plus en plus à l'extérieur, nous autres, tous citoyens. C'est un repas sur 3 qui est pris à l'extérieur de nos foyers. Donc, et c'est une tendance qui augmente. Donc c'est pour ce secteur d'activité si varié que je viens de vous décrire, eh bien, dans ce domaine, la viande de volaille, la viande de poulet particulièrement, c'est 80% d'importation dans ce secteur d'activité. Donc ça veut dire que à la table de nos restaurants, encore une fois, cantines ou restos, 3 poulets sur 4 sont d'origine étrangère.
Alors quand on met ça face aux efforts que toute la filière fait pour augmenter le niveau de qualité de vie de nos animaux en élevage, la qualité de la transformation des produits dans nos industries de transformation, eh bien c'est très décevant pour nous, puisque si le résultat c'est que 3 poulets sur 4 ne sont pas issus de nos filières, ça nous met en porte-à-faux, et vous comprenez que ce sont des volumes importants que nous voulons regagner sur l'importation. On n'en a pas fait une 13e proposition, comme je le disais en propos introductif, puisque, vous l'avez certainement vu passer, il y a une décision gouvernementale qui va être mise en application à partir du 1er mars sur cette mention de l'origine des viandes. C'était déjà le cas en viande rouge, mais ce n'était pas le cas pour nos volailles, à partir du 1er mars. Donc on va être très attentif à la mise en application de cette décision, car si elle s'applique aux viandes fraîches, réfrigérées, surgelées ou congelées, ce n'est pas encore le cas pour les viandes transformées et élaborées. Et bon, ça nous laisse du travail pour plus tard, à nous, l'interprofession. Tout s'est pas fait en un jour. Voilà, vous savez tout de la mention de l'origine des viandes de volaille. Merci, merci Dominique. Et donc on va finir notre conférence de presse sur les moyens de communication, hein. Donc transparence et pédagogie, hein. Donc c'est vraiment une mobilisation de l'interprofession pour informer le grand public. Donc va être mis en ligne fin de semaine, au moment où le salon va s'ouvrir, hein, un blog qui va s'appeler volaille-info.fr. Donc il va être là pour répondre à l'ensemble des questions des citoyens et des citoyennes sur notre filière. Donc ça c'est un moyen aussi d'informer, de rassurer, d'expliquer. Un film également qui a été réalisé sur la filière avec des témoignages de différents professionnels sur le terrain. Et je vous propose d'en passer quelques extraits. Du poulet avec du riz et un peu de sauce, de la sauce curry. Le poulet, c'était un repas du dimanche avec des marrons. Du poulet fermier qui a couru en plein air, ça j'y tiens. Pour Noël, je sais qu'on fait souvent une dinde. Je pense que le poulet, c'est la simplicité, mais aussi le goût. Je dirais une à 2 fois par semaine. La dinde, le dindon, le canard, le pigeon, la caille, la pintade. Et oui, la volaille, ça n'est pas que le poulet en France. Mais une chose est sûre, l'Hexagone est le 3e pays consommateur de volaille en Europe. Et cocorico, 9 Français sur 10 préfèrent manger de la volaille française qu'étrangère. Voilà, donc merci hein, pour la présentation de ce film. J'espère qu'il vous a plu. Pour finir cette conférence de presse, on vous invite bien sûr à venir nombreux au Salon de l'Agriculture qui va donc démarrer ce samedi. Voilà, et rapidement en conclusion, vous dire que les Français confirment leur goût pour la volaille française. Hein. Donc Paul l'avait dit, hein, 9 Français sur 10 plébiscitent la volaille française. C'est une viande d'avenir. Hein. La consommation de volaille continue à augmenter. On est dans un contexte difficile. Je l'ai rappelé avant, on a une explosion des coûts de production à laquelle la filière est confrontée. On a une situation sanitaire qui tend à se régler, mais qui a été vraiment compliquée, qui a vraiment posé énormément de difficultés, notamment dans le sud-ouest de la France. On note un rebond important des importations. On le voit, dès que la restauration hors domicile reprend, rebond des importations, avec 45% de poulets importés à nouveau. Retenez bien également nos 12 propositions. Hein. Donc c'est les propositions qu'on fait aux candidats à la présidentielle. Donc avec comme objectif lutter contre les importations, renforcer notre souveraineté alimentaire, et puis transparence et pédagogie, aller vers nos citoyens, citoyennes pour les informer sur la filière volaille française avec un blog, un film. Et on est maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Très bien, je vais commencer maintenant. Donc, première question de Nicolas Gubert pour l'AFP, qui nous dit que de nombreux syndicats de l'agroalimentaire déplorent un problème de rémunération, avec de nombreux échelons passés en dessous du SMIC suite à sa revalorisation, avant les négociations annuelles obligatoires. Alors que la filière manque de bras, envisage-t-elle de revaloriser les salaires ? Alors, je ne suis pas un spécialiste du social au sein de la FIA, mais j'ai quand même y répondre parce qu'on y est très attentif, vous pensez bien. D'abord, je pense qu'il faut dire que nous avons cette année retrouvé un accord
qui a été fait. Le président pourrait vous en donner un peu plus sur cet accord qui a été fait. Sur 2 axes. Un, une revalorisation des salaires minimums et notamment l'écartement de la grille. C'est un des effets qui a été, et d'ailleurs, certains syndicats ont signé cet accord. Je confirme ce que vient de dire Gilles. Cet accord signé par la majorité des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective ont signé cet accord fin janvier. Il a été rétroactif au 1er janvier. Donc nous avons bien entendu les signaux et cette discussion, la preuve, a pu aboutir à un accord qui va être étendu ensuite à l'ensemble des entreprises, mais qui s'applique déjà aux adhérents des 2 fédérations d'abattoirs françaises. Merci. Une question maintenant de Marie-Josée Cougar pour les Échos. L'arrêt publié ce jour pour interdire l'importation de viande issue d'animaux ayant reçu des activateurs de croissance est-il satisfaisant? Est-il de nature à limiter les importations? Donc sur ce sujet, en effet, au niveau de la filière, on l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui, notre objectif c'est lutter contre les importations et imposer des mesures identiques aux produits qui sont importés. Donc cet arrêté, il va tout à fait dans le bon sens. En revanche, il fait reposer sur la responsabilité des entreprises, quelque part le contrôle de ces garanties. Et nous, ce qu'on demande en plus de ça, c'est d'augmenter aussi les contrôles, les audits aux frontières dans les pays qui nous importent par les pouvoirs publics. Donc j'allais dire, c'est une première étape. On peut pas être contre, hein, au contraire, mais c'est pas tout à fait suffisant. Oui, rajouter première étape pour laquelle on est bien évidemment d'accord, mais on ne peut pas s'arrêter là sur la question notamment des contrôles et des audits, en sachant quand même que la plupart de nos importations de volailles ne rentrent pas en France directement. Elles passent par les Pays-Bas, par Rotterdam, et après reviennent en France. Donc c'est une première étape, mais qui doit obligatoirement être étendue pour qu'elle soit cohérente. Nouvelle question de Nicolas Gubert pour l'AFP. Comment expliquez-vous le décalage entre la préférence affichée pour la volaille française et la réalité de la consommation? Est-ce essentiellement la réouverture de la RHD qui explique cette évolution? Alors, bonjour. Moi, je veux dire, il ne faut quand même pas oublier 3 choses qui ne sont pas souvent abordées, et je vous remercie de votre question, par les médias à ce niveau-là. C'est le coût moyen consacré par un ménage à l'alimentation. Je rappelle qu'il est inférieur à 10 €. Il est entre 7 et 9 €. Alors c'est sûr que avec ces prix-là, les Français ne peuvent pas acheter que du bio ou des produits de qualité, et ainsi de suite. Donc il y a forcément une tendance du prix. Ça, c'est la première chose. La deuxième question, vous avez tout à fait raison, c'est le blocage souvent auprès des collectivités scolaires et ainsi de suite du prix du repas par jour, qui fait que les gestionnaires ont bien des soucis à ce niveau-là et prennent souvent de la volaille au moins cher, et c'est donc de la volaille importée. Voilà les questions. Voilà. Mais n'oubliez pas, de 7 à 9 € par jour, c'est le médian. C'est le médian. Alors bien sûr, il y a des gens, des CSP+, aux alentours de 20 € pour se nourrir. Mais vous avez des gens qui sont entre 5 et 6 €. Et là, ils ne peuvent pas se payer de la volaille française. Donc c'est vrai, une vraie priorité est à l'autonomie et à l'indépendance alimentaire française. Mais c'est un autre sujet. Si je peux compléter, ce que l'on demande, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, c'est que le consommateur ait le choix. Et non pas, comme dans certains pays, d'avoir une réglementation qui remonterait les standards, qui fait que bon nombre de consommateurs n'auraient plus accès à cette consommation de viande saine, qui fait l'objet aujourd'hui de nombreuses polémiques. Mais il faut qu'on soit très clair, tous les segments de marché doivent pouvoir être proposés aux consommateurs, et au final, c'est à lui de choisir. Toujours sur la question de l'origine, Raphaël Lecoq de Plein-Champ nous demande si vous pouvez estimer l'impact de l'obligation d'étiquetage de l'origine en RHD. Aujourd'hui, non. 1er mars. Alors, l'étiquetage va être appliqué au 1er mars. Donc, à l'instant où on parle, pour l'instant, on ne peut pas avoir d'effet. Ça n'a pas encore été appliqué. Mais on espère en tout cas que ça a un effet positif, que ça sensibilise les acteurs, que ça leur fasse prendre conscience que
acheter de la volaille française, c'est bien et il faut le faire, quoi. Une question de Yannick Groult pour Agrapresse. Concernant les clauses miroirs, quelles pourraient être les mesures concrètes à appliquer? Par exemple, la récente interdiction d'importation d'animaux ayant reçu des antibiotiques comme facteur de croissance concerne-t-elle les volailles? Alors, ça concerne les volailles, ça concerne tous les produits de viande d'une manière générale, tous les produits carnés. Mais comme c'est la volaille qui est le produit le plus importé, je rappelle, 900 000 à 1 million de tonnes pour la volaille, 300 000 pour le bœuf et beaucoup, beaucoup moins pour le porc. Ça s'applique d'abord et avant tout au secteur de la volaille. Il y a des difficultés d'application, nous allons y travailler et nous allons faire en sorte que ça puisse avancer. Il est dommageable que ce ne soit pas les puissances publiques ou françaises ou européennes qui se soient attelées à la tâche. Une question de Pascal Ledouarin pour Réussir Volaille concernant le point 5 des mesures qui ont été proposées, que je rappelle, lutter contre la déforestation en incluant la viande de volaille dans les produits concernés par le projet de règlement européen visant à stopper la déforestation importée. Pascal aimerait savoir si ce n'était pas une obligation, est-ce que ça pourrait être volontaire via un accord entre opérateurs européens du type avec par exemple? Merci Pascal. Parce que j'allais pas répondre, c'était Jean-Michel, mais ton dernier mot. Des démarches européennes sont en cours et des réflexions sont en cours pour travailler sur une charte du développement durable au niveau de l'aviculture européenne. Ces travaux ont pris un peu de retard, mais sont toujours et continuent à bien avancer, où nous voulons juste rappeler que le développement durable, c'est 3 piliers et pas un seul. Et qu'à côté du bien-être animal, à côté, il y a également l'équilibre économique et l'équilibre social et sociétal sur l'ensemble de nos territoires. Donc pour moi, c'est très important que cette démarche avance, continue. On aurait voulu pouvoir l'annoncer peut-être un peu plus rapidement, mais on a bon espoir qu'avant l'été, ce soit le cas. Merci Paul. Une question de Jérémy Bruno pour BFM Business. Il aimerait savoir comment se porte le marché bio. Est-ce qu'il y a les mêmes tendances à la hausse que ce qui a été présenté concernant le marché dans sa globalité? Alors le marché concernant la volaille, si on va se cantonner au ça, je pourrais parler des œufs où c'est un peu plus compliqué. Mais le marché de la volaille bio, il a fait plus 3% de croissance l'année dernière. Bon, il est un peu difficile compte tenu de la hausse que vous comprenez globale de tous les intrants sont à la hausse. Et ça suit toutes les filières, quelle que soit la filière traditionnelle ou la filière bio. Et donc aujourd'hui, il y a plutôt une stagnation, on est plutôt à plus 1. Voilà. Un marché qui progresse, mais qui avait connu des progressions de 10 à 15% pendant 4 ou 5 ans, et aujourd'hui, qui arrive peut-être à maturité. Alors voilà, qui se stabilise un petit peu. Merci. Une question de Marie-Josée Cougar pour les Échos. Pouvez-vous préciser la provenance des importations? Alors, je vais le donner de tête. Belgique, Pays-Bas, Pologne, qui se rapproche. Pologne a fait beaucoup de croissance, alors qu'il était après Belgique, Pays-Bas. Et comme l'a expliqué Jean-Michel tout à l'heure, quand il s'agit des pays tiers, nous ne pouvons pas en assurer la traçabilité au niveau des importations, puisque c'est le lieu de dédouanement, c'est-à-dire en général les ports du Nord, qui tient lieu de point d'entrée. Et après, ce sont les importations, par exemple, que l'on va retrouver dans les tonnages ou néerlandais ou belges qui rentrent sur le territoire français. Je tiens à préciser l'Europe du Nord de l'Europe, c'est-à-dire Amsterdam, Rotterdam, Anvers. C'est les 3 ports d'entrée sur l'Europe. Alors, une question de Sylvie Caria pour les marchés. Quelles sont justement les conditions d'élevage en Pologne? Et est-ce que c'est ce qui explique la compétitivité actuelle de cette origine? Ou en tout cas, qu'est-ce qui explique la compétitivité actuelle de cette origine? Alors, pas qu'un seul événement. D'abord, ils ont des fermes beaucoup plus importantes que nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et que vous le savez, c'est comme les coûts de production, ils n'ont pas les mêmes coûts sociaux. En termes de, même si, il faut le reconnaître, ces dernières années, le différentiel avec la France a eu tendance à se rattraper. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un salaire minimum en Pologne
qui est grosso modo, qui était avant à 4 fois le SMIC et qui est aujourd'hui aux alentours de entre 40 et 50% du SMIC, on le voit. Ça, c'est la deuxième chose, puisque, et d'ailleurs, en Pologne, vous avez de plus en plus d'Ukrainiens qui viennent travailler, ce qui va poser d'autres problèmes après. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est aussi qu'on a une réglementation globale en termes d'élevage ou de conditions de travail ou de conditions de transport qui est différente, puisqu'ils ont un temps certain ou un certain temps pour se mettre aux normes européennes, même s'ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps. Voilà. Alors tout ça cumulé fait qu'à un moment, mais aujourd'hui, les 150 000 tonnes d'Ukraine, c'est encore pire. C'est pour ça que, si vous voulez, aujourd'hui, la Pologne, on est à un prix intermédiaire entre le prix ukrainien et le prix, grosso modo, français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un filet de poulet ukrainien qui est à 3,10, vous avez un filet de poulet français qui est à 5,80 €. En Pologne, on est aux alentours de 4,10, 4,20. Je vais juste compléter sur un point. Les filières de l'Europe de l'Est, pas que la Pologne, ont accès depuis maintenant plus de 20 ans à des financements publics européens de manière beaucoup plus importante pour tous les maillons de la filière, que ce soit l'élevage ou les outils industriels. Et cet avantage compétitif pour investir de manière massive donne de la compétitivité dans la durée. Oui, juste en complément de ce que dit Paul, c'est que dans le cadre des aides à l'investissement, les agriculteurs français, c'est au travers de la politique agricole commune qu'ils sont accompagnés. Mais au titre de la première politique européenne, qui est la politique de soutien aux régions en retard de développement, aujourd'hui, ces pays-là ont accès à des aides à l'investissement auxquelles nous, on n'a pas accès chez nous, et qui leur ont permis également donc, de subventionner la partie production, abattage, avec des moyens qui nous sont interdits chez nous et pas du tout à disposition dans la partie ouest de l'Europe. Et effectivement, ça fait un différentiel de compétitivité qui est non négligeable. Merci. Une question maintenant d'Hélène Chaligne pour contexte. Ça concerne l'application d'Egalim 2. Hélène Chaligne aimerait savoir si vous avez rendu des indicateurs de coûts de production à l'Observatoire du prix et des marges. Alors, je voudrais qu'on soit très clair sur Egalim 2 au sein de la volaille. La volaille, depuis 40 ou 50 ans, applique bien longtemps Egalim. Nous, c'était déjà de l'Egalim avant de l'Egalim. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est la contractualisation. C'est quoi la contractualisation? Je l'ai rappelé, les fluctuations des prix de revient du vif de la volaille vivante sont supportées par les abattoirs qui les répercutent. Donc ça, c'est la première chose. Donc aujourd'hui, quand on a sorti Egalim 2, quand le ministre, ça partait d'une bonne intention. La bonne intention, c'est quoi? C'est de répartir la valeur ajoutée au sein de la filière. Sauf qu'en face, on a des marchés. On a des marchés avec des importations qui, eux, ne s'occupent pas ni d'Egalim 1 ni d'Egalim 2. Donc, c'est bien là le problème. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On doit fournir des indicateurs, vous avez tout à fait raison. On en a fourni par l'Institut de l'aviculture. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer aujourd'hui les distributeurs qui font partie de l'interprofession. Et ces distributeurs faisant partie de l'interprofession sont dans l'élaboration de ces indicateurs. On est à peu près d'accord sur les indices ITAVI. Il nous reste encore quelques indices sur lesquels on est en train d'étudier la possibilité de les faire, mais à condition qu'on soit bien d'accord sur la base de départ. Or, l'interprofession n'a pas à fixer ça sur la loi Egalim 2. Donc, ce que je veux vous dire quand même, c'est qu'Egalim 2, ça part d'une bonne intention. C'était fait pour essayer de répartir la valeur ajoutée. C'est d'une complexité, et je répète bien, d'une complexité sans nom à mettre en place. Et c'est pour ça, je crois, qu'il y a certaines déceptions dans le monde agricole. Alors, en complément de Gilles, pour la partie indicateur dans le cadre d'Egalim 2, on a un travail qui est en cours depuis fin de l'année dernière entre tous les acteurs, hein, les producteurs, les entreprises, les distributeurs. Il y a eu une série de commissions de travail sur le sujet. Et à l'heure actuelle, on est en cours de finalisation sur le sujet, en rappelant une particularité de notre filière. Gilles vous l'a présenté, vous l'avez vu sur les schémas. Nous, on est dans une filière où il n'y a aucune cotation de marché. On n'est que dans une filière de contractualisation où le débat, il est sur le coût de production réel, quoi. Et avec des éleveurs qui sont indexés sur le coût de l'aliment, le coût du poussin. Et donc le débat avec les distributeurs se fait dans cet esprit-là.
Et voilà, on est en train de finaliser nos différents travaux. Juste un petit mot en complément, ces indices existent depuis longtemps et sont la référence chez nous, et je crois que c'est ça que nous défendons. Et le petit dernier, c'est ça que je voulais juste dire, le petit dernier, c'est l'indice un poulet bio qui est sorti. Voilà. Mais il y en a dans toutes les espèces, je crois que tout le monde le sait et tout le monde, voilà. Merci. Nouvelle question d'Hélène Chaligne pour contexte. L'eurodéputé Claude Gruffat a évoqué un rendez-vous prévu avec l'interprofession mi-mars au sujet du transport de dinde. Elle fait référence au cas de l'abattoir Blancafort. Ce rendez-vous est-il prévu et quelle est votre position sur la réglementation européenne actuelle? Alors, je vais laisser le président répondre sur le rendez-vous. Moi, je vais vous dire quelque chose sur la réglementation du transport des dindes et le sujet de Blancafort a été cité. 1, il n'y a aucune réglementation sur la hauteur des cages de transport aujourd'hui au niveau réglementation européen. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, je dirais bien à M. Ruffin, quand même qu'il faut faire preuve de bon sens. Pourquoi du bon sens? Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un éleveur, qu'un transporteur, qu'un abattoir va prendre volontairement des dindes pour les faire souffrir, pour les mettre dans les mauvaises conditions de transport? Il y a un moment, il faut aussi se croire et non pas attaquer tous les sujets et ainsi de suite. Alors je veux bien que M. Ruffin soit un spécialiste de du transport des dindes comme sur d'autres animaux, mais faites-nous confiance aux professionnels, discutons. Alors je nie pas qu'il y ait peut-être des problèmes, ok, mais soyons quand même, arrêtons de nous mettre des réglementations sans arrêt. Arrêtons et faisons preuve de bon sens vis-à-vis de la passion que nous avons tous les jours pour élever, transporter et découper nos dindes. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a aucun rendez-vous de prévu avec ce député. Bon, je vais laisser Yann peut-être présenter des éléments complémentaires, mais pour l'instant, non, c'est bon? Non. Ah bah voilà, bah écoute, pour l'instant, il n'y a pas de rendez-vous de prévu. Merci. Une question de Jérémy Bruno, tout à fait sur un autre sujet. Comment expliquer la baisse de diversité des espèces élevées aujourd'hui? On est tous d'accord. Tout le monde veut parler. C'est déjà une bonne nouvelle. Alors la baisse de la diversité des espèces élevées, elle a surtout été due à la crise du Covid 2020 et 2021, avec notamment des filières comme des produits comme le canard à rôtir ou la pintade qui étaient surtout consommés à certaines occasions et notamment en restauration hors domicile, et qui fait qu'elles ont été fortement impactées, et donc on a une réduction des mises en place. Par contre, il y a des signaux quand même positifs. Bernard en a parlé déjà sur le festif, pintade, etc. On a eu du mieux en fin d'année, et les signaux pour 2022 sont plutôt de bon augure pour ces espèces-là. Après, ça reste des volumes relativement faibles quand même. Voilà. Enfin, voilà ce que je peux rajouter, Dominique. Oui, je ne l'ai pas compris la question comme toi, Yann, sur la diversité des produits, mais c'est plus sur la diversité des espèces élevées dans nos fermes. Et moi, j'ai envie de dire, s'il y a un pays où on élève des volailles diverses et variées, du pigeon, de la caille, c'est des petites espèces, des petites filières, on peut dire des oies, des canards, des poulets de toutes les couleurs, c'est bien la France. Aller trouver un autre pays où il y a autant de diversité des espèces, vraiment, j'en connais pas d'autres. En fait, c'était la baisse de la production, elle est surtout liée aux effets du Covid. Il y a les restaurants qui ont été fermés. Et c'est des filières qui livrent principalement voilà, les restaurateurs. Et donc malheureusement, leur débouché n'existait plus, on va dire, pendant un certain temps. Et bon, maintenant, voilà, il y a eu un déconfinement quand même de la restauration collective également. Et là, les signaux sont plutôt positifs. Et on voit une reprise de la production dans les filières type pintade et canard à rôtir notamment, quoi. Merci. Une question de Raphaël Lecoq pour Plein Champ. La flambée du coût des matières premières menace-t-elle la viabilité de certains élevages? Alors, je ne dirais pas qu'elle menace la fiabilité de certains élevages, elle menace la filière. Je crois, c'est ça où il faut être important. Et je pense que hier, la CFA a fait une déclaration qui a été tout à fait honorable par rapport aux conséquences de prix, par rapport à la filière. Mais bien sûr que si ça continue comme ça et qu'on n'arrive pas à répercuter les hausses,
on va remettre en cause la contractualisation. Et oui, alors on avait une réunion la semaine dernière au niveau de la Confédération française de l'aviculture, hein, qui représente les éleveurs de volailles et de lapins. Et il y a eu beaucoup de signaux négatifs et d'inquiétudes qui sont venus aux éleveurs. Parce que, je le rappelle, les éleveurs sont indexés sur le coût de l'aliment avec l'entreprise avec laquelle ils sont en contrat. Mais les retours sont assez inquiétants parce que les entreprises de plus en plus et les organisations de production disent aux éleveurs, bah, nous on a de plus en plus de mal à pouvoir suivre l'augmentation parce que derrière il faut pouvoir le répercuter chez le metteur en marché jusqu'au bout de la chaîne, quoi. Et donc on a fait il y a un communiqué de presse qui a été fait par la CFA, qui a été publié hier, où on rappelle simplement les quelques centimes qu'il nous faut pour trouver l'équilibre. Parce que je le rappelle quand même, c'est 65% du coût qui est l'aliment, et celui-là, il a augmenté de plus de 30%. Alors ça fait énorme pour l'éleveur, mais si on le ramène aux consommateurs, c'est quelques centimes pour permettre aux éleveurs, aux entreprises, à toute une filière qui représente quand même 100 000 personnes, quoi, de vivre. Et on l'a évalué à 10 centimes pour une escalope, 10 centimes d'euros pour une escalope, 5 centimes d'euros pour une cuisse de poulet. On a essayé d'utiliser des chiffres parlants qui parlent à tout le monde, quoi. Et on est à 10 centimes pour une part également de poulet label rouge. On est déjà sur du haut de gamme, quoi. Et voilà le message d'alerte qu'on a envoyé, notamment aux metteurs en marché, qui était de dire voilà les centimes qu'il nous faut pour permettre de simplement pas vivre mieux, simplement couvrir nos charges d'aliments. En sachant que à côté, il y a le gaz, il y a l'électricité, il y a tout le reste qui augmente et les charges pour les entreprises aussi. Donc c'est vraiment un minimum, un cri d'alerte, quoi. Alors, visiblement, une dernière question. Toujours Raphaël Lecoq pour Plein Champ, qui aimerait savoir si on a une idée des tonnages concernés par les activateurs de croissance. C'est clair, il n'y a aucun activateur de croissance aujourd'hui utilisé en France. C'est interdit. Et même en Europe, oui, et même en Europe, c'est interdit. Donc je ne vois aucun tonnage. Alors après, sur les volailles importées, ça c'est autre chose. Mais là, je ne connais pas toute la législation dans le monde. Eh bien, écoutez, je n'ai plus de questions de journalistes sur la plateforme. Donc, je pense, Jean-Michel, que tu vas pouvoir conclure. Donc, écoutez, moi, je vous remercie tous pour votre participation. On vous remercie pour votre écoute et pour les questions, parce que ces questions, elles nous ont fait plaisir parce qu'elles nous ont permis de préciser nos différents propos de la présentation. Donc, merci pour tout ça. Et donc, on vous invite à venir au salon à partir de samedi sur le stand de la volaille française. Bonne journée à toutes et à tous.